Bonjour à tous et à toutes. Baruch Hashem, le moment tant attendu, pour lequel on a tant prié est arrivé. On est fiancés. Merci Hashem. Alors nous allons parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, de la période entre les fiançailles et le mariage. Cette période est positive, mais sensible. Et on va expliquer. Positive, car on commence à développer petit à petit un lien avec notre fiancé, à mieux le connaître, et ceci essentiellement à travers les événements qui se présentent à nous. On décide d'une date de mariage, on s'occupe des préparatifs du mariage, chacun rencontre une nouvelle famille, on décide de l'endroit où l'on va habiter. Le fait même que l'on commence à partager ensemble des moments et des événements de notre vie, le fait de préparer ensemble notre futur cadre de vie, renforce chez les fiancés le sentiment d'affinité l'un vis-à-vis de l'autre. Maintenant, cette période est essentiellement destinée aux préparatifs du mariage et à la préparation de chacun. Il y a bien sûr les cours de préparation au mariage que chacun va suivre, avec une partie concernant les lois de pureté familiale et une autre partie concernant les fondements de la maison juive, la Beth Yehoudi, la vie de couple, avec entre autres les différences entre les hommes et les femmes, les besoins et les attentes de chacun, comment gérer ces attentes. Mais également, durant cette période, on commence à se préparer intérieurement à notre nouveau rôle dans la vie, celui de mari et de femme. Ce qui nous paraissait abstrait avant les fiançailles commence à devenir perceptible. C'est-à-dire que l'on prend de plus en plus conscience de la réalité du mariage à laquelle on se prépare. Avant les fiançailles, on prenait seules les décisions. Maintenant, on commence à décider à deux, à réfléchir à deux. On apprend à être flexible par rapport aux nouvelles situations qui se présentent à nous, avec entre autres le fait de se mettre d'accord sur tous les préparatifs, comme la date, la salle, la musique. On commence à prendre plus de responsabilités dans la vie, à mettre des priorités, c'est-à-dire aller à l'essentiel par rapport au secondaire. L'essentiel, bien évidemment, étant de chercher à faire plaisir à l'autre. Période positive donc, avec beaucoup d'avantages, mais aussi sensible. Cette période peut être un peu déstabilisante. On est en train de changer de vie. On passe de la vie de célibataire à la vie de couple, ce qui implique des changements dans notre façon de gérer notre vie. Cela peut bouleverser notre programme, bouleverser nos habitudes. Tout cela est nouveau pour nous et peut provoquer du stress, et c'est normal. Période sensible également, car d'un côté, on est fiancé, mais on n'est pas encore marié. Et donc, d'un point de vue de la loi juive, on vit encore à distance, c'est-à-dire qu'on est shomer negia. On n'a pas de contact physique jusqu'au mariage. Alors, on est donc liés l'un à l'autre, mais avec un lien très limité. Il faut donc faire attention à ne pas se mettre en situation où l'on pourrait être amené à enfreindre les halachot, les lois. Période sensible également, car généralement, jusqu'aux fiançailles, on recherche les points communs chez l'autre, les points positifs, c'est-à-dire des raisons de dire oui. Maintenant, à partir de l'officialisation, on risque de chercher à savoir si on a bien fait de dire oui. On a tendance alors à ne voir que les différences. Et Baruch Hashem, il y en a. Car je suis un homme, c'est une femme. Sans compter les différences de comportement, les différences de goût et de couleur. On peut donc être perturbé par toutes ces différences et se poser des questions sur la justesse de notre décision. Entre parenthèses, ces différences sont normales. Et ce sujet fait partie d'ailleurs des cours de préparation au mariage. De plus, on se prépare à une grande mitzvah, qui est le mariage. Et le Yetzer Hara a tendance à vouloir s'inviter à la fête. Et je vous parle par expérience. Je n'ai pas encore connu de couple fiancé, n'ayant pas rencontré pendant cette période de quiproquo, par exemple. Alors, il dit une chose à sa fiancée, mais elle entend autre chose, ce qui met la confusion entre eux. Et si c'est pas entre eux, c'est entre les parents. Alors, je vous dis tout cela, non pas pour vous angoisser, mais pour vous prévenir, pour vous préparer. Comme on dit, un homme, une personne avertie en vaut deux. Il faut bien comprendre ce qui se trame derrière les tensions. Derrière les quiproquos qu'on peut trouver durant cette période. Comprendre qu'il ne faut pas réagir
de façon systématique, il ne faut pas s'inquiéter, mais gérer les situations comme il le faut. Alors la première chose, c'est une période sensible. Il faut donc au maximum réduire le temps entre les fiançailles et le mariage. En Israël, dans le monde religieux, généralement c'est 3 mois. En France, c'est souvent plus. Maintenant, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, mais juste pour essayer de faire prendre conscience de la situation. Je connais beaucoup de couples fiancés qui ont attendu 5 mois, voire plus, pour se marier, et c'était très dur. Si des parents m'écoutent, ils peuvent penser, mais c'est pas bien grave d'attendre 5 mois. D'ailleurs, eux, ils ont souvent attendu beaucoup plus que 5 mois, et tout s'est bien passé. Je suis d'accord, mais la génération a changé, et les jeunes ont aujourd'hui moins de capacité pour se confronter aux mêmes difficultés qu'avant, et sans compter les nouvelles difficultés. Tom, encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. D'autant plus que des fois, il n'y a pas le choix. La situation familiale fait qu'il faut attendre, ou le fait aussi que l'on organise le mariage à l'étranger, nécessite qu'il faille trouver une date de mariage à un moment où tout le monde peut voyager. Mais prenons ensemble conscience qu'il est très recommandé, dans la mesure du possible bien sûr, de réduire au maximum cette période. Autre point, pour profiter positivement de cette période, les rabbinim ont fixé des règles que l'on appelle les klalim, qui n'entament en rien la joie que chacun peut ressentir, mais qui au contraire permettent de vivre pleinement cette période. Alors les klalim varient en fonction du parcours de chacun et de la situation, c'est-à-dire entre autres en fonction de la date de mariage, de celui qui s'occupe des préparatifs, si les fiancés vivent dans la même ville. Donc je ne vais pas pouvoir détailler dans ce cours ces règles, car encore une fois, elles vont dépendre de chaque situation. Chacun pourra les demander à son Rav, ou s'il n'a pas de Rav, pourra s'adresser au service questions Rav de TorahBox. L'idée est de déterminer des moments pour se rencontrer, des moments pour s'appeler, des moments pour s'envoyer des textos, plus ou moins fixes, afin d'être disponibles l'un pour l'autre. Et également, de limiter ces moments afin d'éviter au maximum de se retrouver en situation délicate et de créer des quiproquos. Un exemple. Le garçon appelle ou envoie un texto à sa fiancée. Et elle ne répond pas, car elle est occupée à un rendez-vous qui s'éternise. Alors, lui ne comprend pas son attitude. Pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas? Alors il envoie un autre texto. Attends un petit peu, puis envoie un autre texto. Puis un autre, mais là, pas très cordial. Au bout de 2 heures, elle voit enfin les textos, dont celui qui n'est pas très cordial. Elle ressent qu'il lui met de la pression. Il est en train de l'étouffer. Elle n'a donc pas envie de le rappeler tout de suite. À la fin de la journée, le garçon l'appelle, son ton n'est pas très chaleureux, et elle ne comprend pas son attitude. La discussion tourne mal, ils se disputent, ils raccrochent. Et elle commence à se poser des questions sur lui. Toute une histoire, car il l'a appelée à un moment où elle n'était pas disponible. Et je connais des centaines d'autres histoires. D'où l'importance de respecter les klalim. Et je sais que certaines personnes vont penser « Ah, c'est pas pour moi, moi je sais gérer. » Non, non, il parle pour les autres. Alors en général, ce sentiment provient de plusieurs raisons. C'est-à-dire que certaines personnes ne veulent pas de klalim, soit par exemple parce qu'elles manquent de confiance dans le lien qui débute, et elles ont donc besoin de parler très souvent avec leur fiancé pour être rassurées. Soit parce qu'elles ont l'impression que cette période sert à construire le couple. Encore une fois, cette période sert à se construire personnellement, et non pas à construire son couple. Il faut savoir que tant qu'on n'est pas marié, on n'a ni les mêmes possibilités, ni les mêmes dispositions, ni l'aide d'Hachem pour construire une véritable relation. À ce sujet, il y a beaucoup d'explications sur le symbole de la bague que le fiancé, le khatan, met au doigt de sa fiancée, sa kala, au moment du mariage. Une des explications est que cette bague symbolise la neshama, l'âme du khatan. Et au moment où il met la bague, sa neshama vient entourer la neshama de sa kala pour ne former qu'une seule neshama, une seule âme. Cela entraîne qu'après la cérémonie, ils ont le sentiment de se connaître depuis très longtemps, de s'être en quelque sorte retrouvés. Cet état leur donne alors les moyens, pas uniquement halachiques, mais aussi psychologiques et une aide divine pour s'unir complètement l'un à l'autre. Alors,
souvent, c'est plus difficile pour l'un des deux fiancés de respecter les klalim. Et donc pas évident pour le second, par exemple la fiancée. Car elle veut suivre les klalim, mais veut faire aussi attention au ressenti de son khatan, qui lui exprime, qui veut plus parler avec elle, plus la voir. Et elle a peur qu'il interprète sa volonté de suivre les klalim comme le signe de doute vis-à-vis de lui. Donc une des solutions est de bien expliquer dès le début des fiançailles que le respect des klalim est pour le bien du couple. Et d'ailleurs, les grands rabbinim de la génération ont vu dans le respect de ces règles une source de bénédiction et d'aide divine pour la réussite du couple jusqu'à 120 ans. Alors maintenant, quelques conseils. Il faut savoir repérer le Yetzer Hara. C'est-à-dire ne pas réagir de façon impulsive aux événements qui vont se présenter à nous, en se disant « il ne comprend pas ouais, »,« sa réaction est déplacée ». Dans de nombreuses situations, le stress provoque des réactions ou des paroles incorrectes qui ne sont pas révélatrices de la personne, généralement. En parlant calmement après un événement, chacun pourra expliquer ses réactions, on pourra ainsi être à même de comprendre les choses. Alors à ce sujet, j'ai une anecdote. Il y a une fiancée qui m'a raconté, m'a dit comme ça. Mon khatan a beaucoup de connaissances en médecine. Il étudie la Torah, mais il est aussi secouriste bénévole. La semaine dernière, mon père a fait des examens de santé très poussés. J'étais terriblement angoissé, car mon père a déjà eu des problèmes de santé dans le passé. J'ai donc voulu parler des résultats médicaux de mon père avec mon khatan, mon fiancé. Je l'ai appelé, il m'a écouté. Mais rapidement, et sur un ton très froid, glacial, il m'a dit « Tout va bien, pas de problème, on se rappelle ». Et il a raccroché. J'ai eu l'impression qu'il n'avait pas vraiment pris conscience des choses. Est-ce qu'il m'avait vraiment écouté? Est-ce qu'il s'intéresse vraiment à moi? En plus de l'angoisse que j'avais ressentie, que je ressentais pour mon père, j'étais maintenant complètement perturbé par mon fiancé. J'ai décidé, dit-elle, de lui en parler le lendemain. Il s'est beaucoup excusé et il m'a avoué qu'au moment où je l'ai appelé, il venait juste de changer une roue de sa voiture sous une pluie battante. Il était épuisé et complètement trempé. Et pour ne pas m'angoisser, il a essayé de me dissimuler les choses en contrôlant sa voix pour me parler. La fiancée a terminé son récit en me disant « J'avais mal interprété les choses. Heureusement que je ne me suis pas énervé contre lui. » Autre conseil, on ne fait pas de remarques directement. Si des remarques doivent être faites à l'autre, on demandera aux personnes qui nous donnent les cours de préparation au mariage ou à notre rave de les transmettre. Il faut savoir que l'on est beaucoup plus sensible aux remarques de notre fiancé que de toute autre personne. Faire des remarques est un art qu'il faut apprendre. Alors également pour les critiques, ne jamais critiquer ni l'autre bien sûr, ni sa famille. Et attention aussi aux parents qui nous écoutent et qui voudraient critiquer l'heureux ou l'heureuse élu. Les parents sont évidemment très sensibles en ce qui concerne leur fils, leur fille. Et dès qu'ils remarquent le moindre défaut chez l'autre fiancé, peuvent se sentir obligés d'en parler. Alors, il est préférable de demander conseil avant d'exprimer des choses négatives à votre enfant. Car premièrement, cela peut le pousser à arrêter les fiançailles sans raison vraiment valable. Et si le couple se marie, ce que votre fils ou votre fille a entendu sur son conjoint ne sera pas oublié et pourra entraver à l'avenir la réussite du couple. Pour terminer, si l'on a des doutes, des incompréhensions, il ne faut surtout pas hésiter à en parler avec la personne qui nous forme au mariage ou avec notre rave, et même pour les petites choses. Alors on a parlé pendant ces cours de préparation au Shidur de conseils généraux. Maintenant, on a tous besoin de conseils personnalisés. Il est donc encore une fois très recommandé de se rapprocher d'une personne compétente dans le domaine. Si on respecte les conseils et les lois de la Torah, on ne va pas le regretter. La Torah nous demande d'aimer notre conjoint à 100% et nous donne les moyens pour construire notre couple dans la kedusha et le bonheur. De très bonnes nouvelles pour tous et toutes. Be'atzlacha.